Les Passéonautes, partie 5. Présentation d'Antoine. Girard et Lucie avaient intégré depuis quelque temps mon petit groupe d'amis. Rose nous rejoignait parfois. Le meneur, l'animateur en chef de ce petit groupe, c'était Antoine. Je me souviendrai toujours du jour où le curé me l'avait présenté, car il m'avait fait une très grosse impression. Antoine était un grand gaillard barbu, d'une quarantaine d'années, la chevelure hirsute et rigolard. Le curé de la paroisse me l'avait présenté comme étant un gourou ayant fréquenté des ashrams et susceptible de me faire connaître du monde. Il aurait effectué plusieurs voyages en Inde et y aurait séjourné au total plusieurs années. Une seule fois, il me confia. Une fois seul, il me confia. Ne crois pas un mot de tout ce que t'a dit le curé au sujet de mes qualités de gourou, mais sinon tout le reste est exact. Note que pour mes fréquentations quotidiennes, je tiens à être considéré comme étant un gourou. Aussi devant les gens, je te demanderai de faire comme si. Cela ne me posait aucun problème. Avide de connaissances nouvelles, je lui demandai alors de quelle manière un particulier pouvait envisager un voyage en Inde pour y améliorer sa spiritualité. L'Inde est un pays merveilleux, qu'il faut absolument avoir visité, me dit-il. Mais en ce qui concerne le développement personnel, l'éveil et toutes sortes de fariboles qui sont transmises par les journaux de nos jours, il n'y a plus rien que l'on puisse apprendre. C'est mort. Le tourisme religieux a envahi le pays. Sitôt connues les démarches spirituelles des personnalités comme Arnaud Desjardins, les gens se sont engouffrés dans la brèche. Les plus fortunés voulaient leur gourou certifié. Les autres se sont tournés vers des cours collectifs, d'autres vers le premier venu. J'ai vu des gens se disputer, chacun essayant de prouver que son gourou était meilleur que celui de l'autre, ou au contraire tentant de réaliser des échanges entre eux. De plus, la motivation des premiers adeptes devait être beaucoup plus forte, car trouver des centres religieux, s'y rendre et s'y faire accepter était autant de parcours du combattant. La même chose s'est produite quand Carlos Castaneda a écrit son premier livre paru aux États-Unis. Il traitait d'un sorcier qui formait à la sorcellerie son apprenti en lui faisant ingurgiter des plantes hallucinatoires. Cela se passait au Mexique, et des milliers d'Américains se sont rendus dans la région en question pour trouver un sorcier capable de les former et surtout de les initier aux drogues. Nous vivons dans un monde de gogo. Je lui demandai si pendant tout ce temps il avait rencontré des gourous sérieux et capables qui auraient pu le prendre en charge. Il me répondit qu'il en avait connu plusieurs, et même que le premier qu'il a fréquenté, lors de son premier voyage, l'avait accepté comme apprenti. Mais il n'avait pas répondu aux diverses attentes de son maître, et la confiance s'était rompue. Il était toujours bien accueilli par les maîtres qu'il connaissait, mais il savait qu'il était grillé sur la place et que personne désormais n'accepterait de travailler avec lui. J'ai oublié de te dire que je suis cuisinier de père et arrière-grand-père cuisinier. Je suis amoureux de la cuisine, qui m'accompagne partout et me permet de vivre à peu près correctement n'importe où. Il me fit visiter son impressionnante bibliothèque, que, n'y connaissant rien, je subdivisais en livres de cuisine ou de religion. Antoine aimait inviter chez lui, et il aimait surprendre, et ceci aussi bien dans le choix de ses menus que dans celui de ses convives. Ceux-ci, après avoir bien mangé, et parfois aussi beaucoup bu, avaient tendance à chercher à se retrouver ultérieurement. Invitation du super beau gosse. Quelques jours plus tard, Antoine organisa chez lui un de ses repas dont il a le secret. Élodie et moi faisions partie de la liste de ses convives. En plus de ceux généralement présents, il avait invité un super beau gosse, super gentil, qui devait superbement adorer les enfants et qui souhaitait surtout quitter le giron de ses parents. Le super beau gosse avait des parents peu recommandables, avec qui j'avais travaillé sans en être fier, mais qui payaient bien. Antoine pensait qu'Élodie pouvait être séduite et tentait de lui fournir un axe, comme elle disait. Il avait aussi invité, en pensant à moi, une jeune femme capable de parler de tout,
car ayant tenté successivement une première année de licence en droit, une première année de licence en lettres et en cours, actuellement, une première année de licence en économie. Élodie avait absolument tenu à être placée à côté de moi. Elle avait le super beau gosse sur sa gauche et j'avais la multi-première année de licence sur ma droite. J'étais perdu dans mes pensées. Je me demandais si je devais draguer la nana à ma droite pour desserrer les taux. Trop tard. Quand j'ai pris conscience de la réalité, Élodie avait posé sa main droite sur mon bras gauche et elle en était déjà à raconter que nous souhaitions avoir plusieurs enfants. Dur, dur de commencer à draguer à partir de ce moment-là. Mes amis évitaient de regarder de notre côté, se doutant bien que tout ne se déroulait pas au mieux pour moi. Et cette soirée s'est avérée être un véritable fiasco. Mes dernières participations aux activités. Le jeudi suivant, je prenais part à ce que j'avais décidé être ma dernière participation aux activités du patronage. Élodie me pistait comme un toutou. J'en profitais donc pour lui expliquer une fois pour toutes que je n'avais aucune intention de la fréquenter, ni à plus forte raison de l'épouser. Cela n'eut pas l'air de l'affecter. Je remarquai que le super beau gosse, rencontré lors du repas organisé par Antoine, participait aux activités. J'appris plus tard qu'il avait effectué des ravages dans le cœur des accompagnatrices lors des booms de fin de journée et qu'il en avait résulté des démissions en masse dans la gente masculine délaissée. Le curé était furieux de ces pertes dans son encadrement. Je me présentai comme convenu à mon rendez-vous de travail avec Gérard. Il m'indiqua qu'il avait fait la connaissance d'un chef comptable sérieux. Ce dernier recherchait un aide comptable acceptant des horaires variables. Il avait noté ses coordonnées sur un papier. À son avis, c'était le moyen de devenir comptable à part entière en peu de temps. Comme je commençais à bien m'orienter dans les matières, je n'avais plus besoin d'aide sur ce plan, mais il pouvait m'être utile sur le plan professionnel. Ensuite, il me dit « Ma sœur veut te parler. Elle va sûrement te poser des questions. C'est son dada. Si tu ne veux pas lui répondre, c'est pas un problème. Moi, je n'écoute pas. Je vais dans la pièce à côté. » Et en effet, pour poser des questions indiscrètes et gênantes, Lucie s'y entendait. Elle me demanda « Tu te souviens de l'histoire que tu as racontée à Chloé, dans laquelle tu racontes une de tes liaisons avec une fille que tu as larguée au bout de 3 semaines? Elle t'a même traité de dégueulasse, si je me souviens bien. » Oui, je me souviens. C'est une histoire vraie? Oui, enfin presque. Tu te conduis toujours comme ça avec les femmes? Pas avec toutes. Et avec quel type de femme tu te conduis comme ça? Pas avec des femmes comme toi. Je ne t'ai pas demandé avec quel type de femme tu te conduis bien, mais avec lesquelles tu te conduis mal. Je ne sais pas, avec celle qui me résiste peut-être. Ça ne tient pas debout. La nana dont il est question te suivait comme un toutou. Et avec moi qui te résiste, tu dis, et te dignette, tu prétends que tu te conduirais comme il faut. C'est-à-dire respectueusement. Je ne sais plus. Bon, réfléchis-y, c'est important et on en reparlera. C'est important. La conversation était terminée, et comme à chaque fois que je lui parlais, j'étais dans le flou total à la fin. Pourquoi avait-elle abordé ce sujet? En quoi mon comportement pouvait-il l'affecter? Et pourquoi en reparler? Pourquoi était-ce important? Je n'aimais pas que l'on s'occupe de mes affaires. Je ne dévoile de moi que ce que je veux bien révéler. Déjà lors de mes communions religieuses, j'avais été obligé de me confesser et j'avais raconté n'importe quoi. J'avais même tenté une psychothérapie que j'ai stoppée rapidement. Le but du jeu consistait à dire au psy tout ce qui me passait par la tête, sans rien garder. Et moi, tout ce qui me passait par la tête, c'était qu'est-ce que je peux bien trouver à lui raconter? On tournait en rond, et je n'ai pas insisté. J'ai quand même cherché à jouer le jeu, et à réfléchir au sujet de mon comportement. Mais plus j'y pensais, moins je comprenais les raisons qui m'amenaient à agir de la sorte. Je me suis, bien sûr, trouvé toute une foule d'excuses et d'explications, mais je me rendais compte rapidement que mes arguments ne tenaient pas la route. En résumé, je n'étais pas plus avancé. Je m'étais plus à rêver que Lucie n'était pas si solidement attachée que ça à sa décision de rentrer dans les ordres,
et qu'elle s'intéressait peut-être à moi. Sinon, comment expliquer son questionnement? Je lui poserai la question la prochaine fois. J'avais décidé de ne pas attendre pour interroger Lucie sur ses intentions, et le lendemain je sonnai à leur porte. C'est Gérard qui m'ouvrit, et je lui exposai ma demande. Nous allons nous absenter dans 1 ou 2 jours, me dit-il, mais sois le bienvenu. Ma sœur va venir. Sur ce, il quitta la pièce. Quand Lucie arriva, elle me fit asseoir dans un grand fauteuil de la salle de séjour. Ce fauteuil était super confortable, et on se sentait tout à fait à l'aise pour discuter. Lucie me demanda ce que j'avais tiré comme enseignement sur l'affaire Élodie. J'ignorais sa demande, et je l'interrogeai à mon tour pour connaître l'objectif qu'elle poursuivait en me posant ces questions. Vous êtes intervenu après l'intervention du curé, et vous m'avez été présenté par votre tante Rose pour m'aider. Gérard a fait un gros boulot pour moi, et je l'en remercie, mais toi, je ne comprends pas à quoi tu sers. Pour s'en sortir dans la vie, il convient de bien comprendre les domaines dans lesquels on évolue. Je profite des derniers mois ou des dernières semaines qui me restent avant mon affectation dans un couvent pour essayer de t'aider dans un secteur que je connais bien. Gérard m'a dit que dans le domaine des relations professionnelles, tu étais tout simplement un champion, et que dans les relations amicales, tu étais simplement bon. Peut-être plus suiveur que meneur, comme tendance, mais tout cela est très positif quand même. Il est certain que si les hommes et les femmes fonctionnent intrinsèquement selon des codes différents, ces codes diffèrent selon les pays, les régions, les religions, les époques, et il s'ensuit que nous sommes tous d'énormes points d'interrogation pour ceux qui nous entourent. Je suis un point d'interrogation pour toi, et réciproquement. Cette Élodie n'est pas un monstre dangereux à combattre, mais une toute petite bonne femme guidée par une idée fixe. Elle ne peut faire peur à personne, et personne ne doit reculer devant elle. La femme que tu as maltraitée était aussi inoffensive. Tu n'en avais pas peur, et tu en as profité pour te défouler. Quand je te pose une question, ce n'est pas pour en avoir, moi, la réponse, mais pour que tu prennes conscience, toi, des questions nouvelles qui sont présentes dans ta réponse, pour que cela t'ouvre des horizons de réflexion. Tiens, on va s'arrêter là. Une dernière question pour la route. Est-ce que tu sais qu'en tant que femme pense ta mère? Crois-tu que sur ce sujet, tu en sais plus sur elle que sur Élodie, ou que sur moi? C'est vrai, dis-je à mon tour. J'ai travaillé à la poste pendant les vacances, et j'avais un collègue facteur qui revenait de son voyage de noces en Italie. Il me racontait. J'étais dans le train, ma femme dormait sur la banquette en face de moi, et je me suis pris à penser. Mais qui est-elle au fond? Je ne la connais même pas. C'est pourquoi il est inutile de chercher ce que les gens ont dans la tête. Accueille les gens avec confiance. Évite de te centrer sur tes préoccupations pour pouvoir observer. Observe avec attention. Par exemple, tiens, de quelle couleur sont mes yeux? Ceux d'Élodie, ceux de ta mère. Quand tu seras capable de savoir ça, non seulement tu amélioreras ta mémoire, mais tu sauras que tu échappes aux cogitations intempestives qui sapent tes relations. Regardes-tu seulement les gens dans les yeux lors d'une conversation? Je ne crois pas. Je cherche constamment ton regard et je ne le trouve pas. Quand tu marches dans la rue, gardes-tu la tête haute, permettant de voir au loin et d'apprécier un paysage dans sa totalité? Ou regardes-tu le trottoir et le bout de tes pieds? Ce sont deux mondes proches, mais complètement différents. Sur ce, nous nous fîmes la bise, et je retournai chez moi. Je n'avais plus l'impression d'être sa tête de turc. Il me semblait que cela me serait profitable de réfléchir sur les sujets qu'elle m'avait suggérés.